On poursuit ce 7-8 Éco spécial Battle Lapter, la structure dédiée à l'innovation pour l'armée de terre avec les industriels partenaires de ce programme. Nous sommes au Mobilab de VDCOM et avec nous Philippe Watteau, directeur général de VDCOM. Bonjour. Bonjour Nicolas, bienvenue. Philippe Gosset, vous êtes le chef de projet robotique pour le groupe Nexter. Bonjour. Bonjour. Et Christian Jacques, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur innovation pour Arcus. On va commencer avec vous, Philippe Watteau. Vous dirigez un institut de recherche spécialisé dans les mobilités futures. Vous travaillez notamment sur le véhicule autonome. En quoi ce travail sur le véhicule autonome peut intéresser le Battle Lapter ? On voit bien que le sujet de la mobilité autonome, il concerne bien sûr les particuliers qui ont envie de passer un peu plus de temps libre dans leur automobile. Mais il y a aussi des applications très concrètes, très opérationnelles pour les forces. Et ce qu'on a travaillé ensemble avec Arcus, avec Nexter et avec Nîmes, ce sont des systèmes de convoi autonomes qui, sur le théâtre des opérations, peuvent se déplacer avec le moins d'intervention humaine. On va le voir notamment, vous parlez du projet MC2, Patrice Carmouze l'a testé, on le verra juste après. On reviendra sur comment on adapte aussi les technologies civiles au secteur industriel de la défense. Mais avant, le groupe Nexter, donc on connaît le groupe pour les véhicules militaires, le système d'armement aussi. C'est tout naturellement que vous avez rejoint le Battle Lapter finalement, Philippe Gosset. Oui, tout à fait, puisqu'on travaille beaucoup sur le domaine de la robotique et l'autonomisation des véhicules, développer des systèmes mules pour alléger le fantassin, alléger le soldat, pour les accompagner, les aider dans leurs tâches de tous les jours. Et donc allier à la fois les problématiques d'autonomie, mais aussi les problématiques des besoins des opérationnels militaires. Et on le verra parce que vous travaillez depuis longtemps finalement sur l'innovation et c'est tout naturellement que vous avez rejoint le Battle Lapter parce que c'est vraiment cette structure qui va permettre d'accélérer l'innovation dans le secteur de la défense. Christian Jacques, donc vous Arcus, vous êtes un peu cousin de Nexter, vous êtes un peu sur le même secteur d'activité, vous développez des véhicules militaires, anciennement connus sous le nom de Renault Truck Défense. Comment vous participez, vous, au Battle Lapter ? Sur le Battle Lapter, nous avons participé déjà en réfléchissant ensemble avec VDCOM et Nexter sur le principe de cette coopération. Le Battle Lapter est venu avec une idée, un concept, et nous avons réfléchi à comment le mettre en œuvre le plus rapidement possible et en montant, on va dire, de toutes pièces, une coopération entre des acteurs qui, la veille, ne s'étaient pas forcément parlé sur ce sujet-là. Et ensuite, chacun est venu avec son savoir-faire, ses briques technologiques. Et donc nous avons typiquement développé des briques d'intelligence de suivi de convoi sur un démonstrateur qui s'appelle RobotLab. Et nous avons donc mixé cette brique technologique de RobotLab avec les briques technologiques de Nexter et avec la coordination de VDCOM afin de faire un vrai convoi qu'on a pu démontrer en à peu près 6 mois au Battle Lapter. En quoi vous êtes complémentaires tous les trois ? Alors, vous êtes dans le même secteur d'activité, mais au milieu, il y a VDCOM. C'est nouveau, finalement, le secteur industriel de la défense pour vous. Oui, c'est nouveau et c'est une très bonne nouvelle parce que nous, notre vocation, c'est de faire travailler ensemble différents acteurs d'une même filière. On le fait dans la partie civile, avec Renault et PSA qui sont sur le même marché, comme vous, par rapport à leur secteur d'activité, aussi des équipementiers, Valeo, Forestia, Plasticomium, etc. Nous, notre vocation, c'est faire travailler ensemble pour que les briques technologiques des uns et des autres puissent soit être assemblées, soit être interopérables, ce qui est un sujet extrêmement important quand on parle de convoi autonome. À la fois, VDCOM apporte des compétences en matière de technologie, on développe de la technologie sur les mobilités autonomes, et on a aussi des compétences en montage de projets. Et finalement, nous, on intervient en tant que tiers de confiance dans tout ça. Sur les systèmes d'autonomie, comment vous l'adaptez, vous, sur vos véhicules, vos dispositifs que vous mettez en place au niveau militaire ? Donc au niveau militaire, on retrouve des contraintes qui sont à la fois communes au domaine civil. Donc c'est aussi tout l'intérêt de travailler avec un institut comme VDCOM pour avoir cet apport du domaine civil. Il y a tout un domaine de fonctionnement de cette autonomie qui est dans la partie commune avec le civil. Et après, on a toutes les contraintes du militaire, aller en tout terrain, aller dans des environnements difficiles, aller dans des environnements par nuit, par neige, par brouillard, etc. Étendre ce domaine de fonctionnement. Donc c'est là où on apporte par rapport à ce qu'on peut trouver dans le civil, qui est déjà très bien fait, cette complémentarité dans l'autonomie pour alléger la tâche toujours des soldats.
Et vous, chez Arcus, comment vous la voyez? Je suppose qu'il faut aussi sécuriser ces systèmes parce que forcément, qui dit véhicule militaire dit vulnérabilité au niveau de la connexion et puis des systèmes autonomes qui peuvent être brouillés peut-être? Tout à fait. Alors en fait, la sécurisation, elle est déjà très présente dans le véhicule autonome civil, mais pas de la même manière, dans le sens où le véhicule autonome civil, il faut éviter à tout prix les accidents, incluant en particulier les pertes humaines. Nous, on est dans un système qui est légèrement différent. Je ne dis pas qu'il faut évidemment avoir des accidents, mais on a en plus le fait qu'on est au sein d'un champ de bataille et qu'il peut y avoir effectivement des agressions, que ce soit des agressions physiques réelles ou des agressions par exemple sur les modes de communication. Et donc il y a un aspect cas d'usage, comme Philippe l'a souligné, qui est assez différent en fait du véhicule autonome civil qui consiste tout simplement à transporter quelqu'un d'un point A à un point B, ce qui est déjà pas facile. Mais nous, on a une problématique qui consiste à remplir une mission en imaginant effectivement toutes les agressions potentielles, tous les imprévus qui peuvent se passer. Et donc on a un aspect safety qui est très important de ce point de vue-là. Et donc on a des solutions qui doivent être quand même différentes parce qu'en particulier la reprise en main du système par l'homme est vraiment très prégnante dans les systèmes militaires. Une question à tous les trois, sur cette collaboration finalement, donc là ça commence avec le système autonome, comment on peut imaginer l'avenir et quels bénéfices vous en tirez chacun de votre côté? Je pense qu'il y a beaucoup de sujets, et le premier sujet d'un outil autonome, il est très intéressant parce qu'il est très innovant. En même temps, il répond à des besoins très concrets des forces. Il y a d'autres sujets autour de l'énergie, par exemple aussi, qui sont à la fois communs à l'industrie civile et à notre industrie de défense. Donc là aussi, il y aura des synergies à mettre en place. Et ce qui est important, c'est qu'on a maintenant, entre guillemets, le vecteur, l'outil, ce qui cristallise, qui est le Battle Lab Terre. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on est sur le même territoire, pas seulement dans les Yvelines, mais plus précisément encore ici, sur Satory. Donc on est à quelques encablures les uns des autres, avec les pistes, avec nos moyens. On va même aussi partager des bâtiments ensemble. Donc on a aussi l'écosystème territorial qui se prête bien à des développements futurs. Une question aux deux industriels, peut-être en supplément de la question que j'ai posée auparavant. C'est quelque chose de nouveau, l'open innovation, dans le secteur de la défense? Alors déjà, je dirais qu'en tant qu'Arcus, nous on appartient au groupe Volvo, qui est un groupe de véhicules industriels civils. Donc on a déjà dans notre ADN cette capacité à aller voir ce qui se fait dans le civil et à l'adapter pour le monde de la défense. Philippe a parlé de l'énergie. Nous aujourd'hui, nos solutions d'énergie, ce sont principalement les solutions du groupe Volvo. Je crois que de toute façon, le monde de la défense, depuis quelques décennies, a pris cette habitude-là de ne plus être forcément la tête de file de toutes les technologies, mais de prendre des technologies existantes sur le marché et de voir comment les adapter au monde de la défense. Après, c'est vrai qu'on était dans une logique très techno-push, en prenant des grandes technos et en regardant comment est-ce qu'on peut les dispatcher sur le champ de bataille. Et là, on rentre vraiment dans une logique d'innovation ouverte. Et à ce titre, je pense que le Battle Lab a vraiment un rôle à jouer en nous permettant de faire des boucles courtes, d'avoir des retours à l'utilisateur très rapides et d'éviter de faire fausse route pendant plusieurs années. Philippe Gosset? Je partage totalement le point de vue de Christian. On retrouve ici, on a différents acteurs. On a aussi bien le Battle Lab pour les aspects effectivement mis en relation avec les opérationnels et nous guider dans l'innovation. Dans le domaine robotique, le champ du possible est énorme. On est encore à des balbutiements sur le domaine des gros robots. Donc, dans quel axe aller? On ne sait pas très bien, nous, industriels. On a certaines voies qu'on est en train de voir, mais il y a beaucoup de possibilités à explorer. Donc ce qui est intéressant avec le Battle Lab, c'est qu'ils vont nous guider, nous dire effectivement cet axe-là nous intéresse, il faut travailler plutôt dans cette direction-là. Et alors justement pour illustrer les propos, vous en avez parlé, le projet MC2, on retrouve tout de suite Patrice Carmouze qui va nous parler du projet MC2, un convoi autonome de véhicules et de robots militaires. Alors, le projet MC2, c'est un projet qui a été initié par le Battle Lab Terre auprès de l'Institut VDCOM pour créer une synergie auprès des industriels de défense, donc les différentes sociétés qui s'y sont associées, qui travaillent pour nous et pour l'armée de terre généralement, pour la création en fait, de convois autonomes. Le but étant qu'à long terme, on puisse avoir des véhicules qui se déplacent derrière un véhicule maître, sans personnel à bord ou le strict minimum et sur des très longues durées. Donc là, c'était la première brique
en tant que tel à travers la technologie Follow Me, qui est une technologie qui existe déjà. Follow Me, ça veut dire suis-moi. Qui veut dire suis-moi en anglais, tout à fait. Donc on voit bien, il y a un véhicule maître. Il y a un véhicule maître et chaque véhicule derrière possède un système de radar avec un GPS qui permet de se positionner derrière le véhicule et garder une distance de sécurité avec le véhicule. Voilà. L'idée, c'est qu'il soit dans les traces même du véhicule maître, c'est ça? L'idée future, c'est qu'il soit actuellement dans les traces même du véhicule maître. Actuellement, avec la technologie Follow Me, on a un léger décalage. Donc là, vous êtes en train de régler ça, quoi. Les véhicules ont tendance à couper les virages et l'objectif futur, c'est qu'ils soient vraiment dans ces traces pour justement ne pas rencontrer de problème. Plus on va étendre le convoi, d'avoir le dernier véhicule qui ne correspond pas du tout et qui peut me créer un accident. Voilà. Alors vous l'avez dit, il y a du GPS et du radar qui permettent à ces véhicules de se repérer. On peut imaginer dans des atmosphères de combat qu'il y ait des brouillages de GPS. On peut imaginer qu'il y ait des brouillages de GPS, c'est un risque en tous les cas. Donc le but, c'est d'avoir dans un futur proche de s'affranchir du GPS en développant des technologies qui permettront aux véhicules, soit par de l'intelligence artificielle ou d'autres technologies de ce type-là, de vraiment rester au sein de ce convoi ou derrière un véhicule maître, parce qu'on parle de convoi, mais demain, ça sera peut-être un véhicule de combat qui aura des véhicules qui le suivront, et qui seront des véhicules autonomes et asservis aux véhicules de combat. Alors, quelle sorte de véhicule on imagine dans ce projet MC2? Alors, dans ce projet MC2, là, on était sur du véhicule tactique type Sherpa PVP, et puis il y avait les robots de CNIM et de Nexter qui étaient là-dessus. Donc c'est un mélange là, ça a été un mélange de véhicules. Mais on peut s'imaginer demain que ça sera des convois de camions pour la logistique. Oui, ça peut être du transport. Ça peut être du transport de matériel et de biens. Et demain, ça peut être derrière un char de bataille. C'est ça peut être des chars autonomes. Des robots autonomes qui seront asservis à un char de bataille et ils recevront des ordres après par la suite par ce char de bataille. Voilà. Alors pour l'instant, le véhicule maître, il est devant. On pourrait imaginer qu'il soit à une autre place, par exemple, c'est une hypothèse que je fais, mais par exemple un véhicule démineur qui soit devant sans personne à bord, évidemment ça... On peut parfaitement l'imaginer, c'est pas quelque chose d'irréalisable, et donc c'est quelque chose qui pourra être fait dans quelques années avec un véhicule maître et un robot devant lui, un autre véhicule qui va permettre de l'ouvrir la voie et de détecter les menaces potentielles qui sont sur le terrain, aussi bien menaces mines que d'autres menaces en tant que telles. Là, donc, vous l'avez dit, le projet est à ses débuts. Est-ce qu'il y a un délai que vous êtes fixé pour que ça marche? On n'a pas fixé de délai. On a voulu surtout créer une synergie avec les industriels pour essayer de développer une technologie commune. Puisque le grand risque, sinon les industriels arrivent avec leurs propres technologies qui ne sont pas forcément compatibles. Qui ne sont pas compatibles les unes comme les autres, et on va se retrouver comme avec nos téléphones portables au début des années 2000, avec autant de chargeurs qu'on avait de modèles de téléphones portables. Ça, c'est impossible, évidemment. Et ça, d'un point de vue opérationnel, c'est pas réalisable. Donc déjà d'essayer de les inciter à travailler sur une technologie commune, pour continuer à poursuivre ensuite sur ce besoin qui est exprimé par les armées. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qu'était ce projet MC2. Donc il va probablement voir le jour d'ici quelques années. Tout à fait. Des années. Et puis nous, on va retrouver évidemment Nicolas Dandry. Merci Patrice et merci au chef de bataillon Rodier. Retour au Mobilab avec nos trois invités de VDCOM, Nexter et Arcus. On va parler de la relation homme-robot et plus généralement avec les machines aussi. Chez Nexter et Arcus, comment vous travaillez sur cette relation homme-robot? Quelle philosophie vous adaptez?
Alors, vous l'avez noté, c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut développer la meilleure technologie du monde. Si l'équipe homme-machine n'est pas bonne, à ce moment-là, ça ne marchera pas. On est tous d'accord pour dire que la robotisation du champ de bataille se fera à une condition, c'est que finalement le robot soit plus efficient que l'homme dans les tâches qui lui sont assignées. Et donc si c'est vraiment compliqué à utiliser et que c'est plus facile d'envoyer 3 hommes sur le terrain qu'un robot, le robot ne s'imposera pas. Et donc c'est très important, je dirais, en parallèle de toutes les briques technologiques d'intelligence, de reconnaissance de terrain, etc., de développer un vrai savoir-faire d'interaction entre l'homme et la machine, de manière à faire en sorte qu'on soit sûr que lorsque ces robots arriveront dans les forces, ils seront simples à utiliser et ils feront exactement ce que les opérationnels ont besoin qu'ils fassent. Philippe Gosset, vous, votre Cette regard relation est effectivement extrêmement importante. Et on travaille effectivement sur l'autonomie pour apporter beaucoup d'autonomie aux robots qui puissent réaliser des tâches de manière autonome. Mais c'est toujours au profit d'un opérateur, au profit du soldat et sous la supervision d'un soldat. Donc cette relation homme-robot est essentielle parce que des fois le robot saura faire des tâches mieux que l'homme et donc l'homme va déléguer la tâche au robot. D'autres fois au contraire, le robot sera moins efficient et donc aura besoin d'aide de l'opérateur. Et on essaye de travailler avec une relation un petit peu comme un maître-chien avec son chien, pour que le maître-chien ait une totale confiance dans son chien, puisse lui déléguer des tâches, lui donner des ordres de haut niveau, que le robot soit assez autonome pour réaliser ses déplacements unitaires, un peu comme un chien, on va l'envoyer à tel endroit ou tel endroit, et qu'il puisse revenir et rendre compte. Philippe Watteau, par rapport à cette relation, qu'est-ce que peut apporter VDCOM par rapport à cette relation chez les industriels de la défense ? Je pense que Philippe vient de prononcer vraiment le mot-clé, qui est le mot-clé de la confiance. Dès qu'on parle d'interaction homme-machine, le point clé c'est la confiance. Il faut vraiment que l'homme ait confiance dans tous les systèmes automatisés, et que les systèmes automatisés puissent se développer avec cette dimension de confiance. Pour nous, c'est vraiment les deux faces d'une même médaille, d'une même pièce. Et on bosse à la fois sur la partie volet technologique et sur le volet facteurs humains. Donc il faut en fait intégrer by design des facteurs humains quand on développe des systèmes technologiques qui vont alléger l'humain dans ses opérations. Donc vous allez trouver ici chez VDCOM à la fois effectivement des experts en capteurs, en intelligence artificielle, en système de système et dans les mêmes lieux de travail, des docteurs en psychologie, en ergonomie ou en sciences cognitives. Et en fait, les deux travaillent ensemble sur le même projet, parce qu'effectivement, sinon on va se retrouver dans des situations où on va développer une belle technologie, cette technopush dont on parlait tout à l'heure, et après il n'y a aucune utilisation. Donc il faut aller assez finement en fait dans les facteurs humains pour créer toutes les conditions de l'adoption de la technologie. Il faut vraiment aller très très finement comment l'homme va apprécier, s'approprier, maîtriser cette technologie, parce qu'il doit aussi en devenir, sur l'image effectivement du maître-chien, il doit en devenir maître. Une question peut-être que nos téléspectateurs se posent, qui peut se poser aussi dans l'opinion publique, est-ce qu'un jour on aura des soldats robots, des Iron Man sur le terrain ? C'est un peu caricatural peut-être comme question, mais peut-être que certaines personnes se posent la question. Alors des soldats robots peut-être, mais comme l'a dit Philippe tout à l'heure, le maître mot c'est la supervision humaine. Le mythe du robot tueur qui décide de lui-même où est-ce qu'il va tirer, ça aujourd'hui c'est totalement proscrit, à la fois par l'Union européenne d'une part et à la fois dans toutes nos études d'industriels. Donc il y aura des robots sur le champ de bataille, ça c'est évident, mais ces robots seront toujours au service de l'humain et les grandes décisions à prendre seront prises par un être humain. Philippe Gosset, je suppose que... C'est le même point de vue. C'est le même point de vue. La machine est vraiment au service de l'homme. Une machine totalement autonome ne sert à rien sur le champ de bataille. C'est comme la hiérarchie au sein des militaires. Le soldat tout seul ne sert à rien. Il est au sein d'une organisation, il est au profit d'une organisation complète. Philippe Watteau, un dernier mot avec vous, c'est sur ces études que vous menez au niveau cognitif. Alors c'est à la fois la relation sur l'homme, homme-machine, mais c'est aussi comment l'homme vit cette relation, enfin en tout cas le comportement du véhicule autonome par rapport à l'homme. Qu'est-ce que vous en ressortez aujourd'hui de vos études par rapport à ce sujet-là ? Nous on a deux grands enseignements. Il y a un premier enseignement qui est, on va dire sur le plan un petit peu technique, où il est assez aisé en fait quand vous êtes dans un véhicule autonome et que le véhicule autonome est dans une situation où il ne peut plus gérer la situation lui-même.
qui va alerter ceux qui doivent prendre la commande. Ça, les techniques commencent à être assez bien maîtrisées. Mais la deuxième dimension, c'est de mesurer le degré de complexité de la situation tel que l'homme va le percevoir. Parce que si la machine ne peut pas traiter la situation, c'est qu'elle est face à une situation un petit peu complexe. Et ce que nous, on cherche à mesurer, au-delà du fait je mets 2 secondes pour mettre la main sur le volant, c'est combien de temps je mets pour comprendre la situation en tant qu'humain que je suis appelé à résoudre. Donc en fait, on travaille vraiment sur ce spectre-là. Et une telle question, ça dépend, de la complexité de la situation, mais aussi, par exemple, de l'activité que vous faisiez. Si vous lisiez, si vous dormez, si vous faisiez vous-même, en fonction de cette activité que vous faisiez, le temps de compréhension de la situation ne va pas être le même. Et quand on applique ça au domaine de la défense, voilà, si on est en situation d'hyperstress ou pas de stress, ça c'est un facteur qui va influencer énormément les conditions de reprise en main du système autonome. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut mesurer. Et que vous allez continuer à mesurer, notamment dans le projet du Battle Lapter. Merci à tous les trois.